Un soir, un soldat rentra chez lui et trouva son fils recroquevillé et endormi dans le couloir, juste devant la porte de sa propre maison. Ce que le garçon serrait dans ses mains le fit pleurer. Personne ne répondit à la porte cette nuit-là. Où était la mère du garçon et pourquoi l'enfant chuchota-t-il quelque chose qui fit même baisser la tête au juge? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La nuit d'automne était tombée, apportant avec elle un froid mordant qui se glissait à travers les feuilles dans la petite ville tranquille d'Oak Creek. Tout avait sombré dans son calme habituel. Une pâle lumière de lune se déversait sur le vieux chemin pavé qui ramenait Daniel Carter à l'endroit qu'il avait autrefois appelé son foyer. Son vieux pick-up, le même qu'il avait transporté depuis son unité, s'arrêta devant la maison au toit rouge où il avait laissé son cœur 3 ans plus tôt. La lumière du porche était toujours allumée, une petite lueur dans la nuit qui fit marquer une pause à Daniel. 3 ans, et maintenant, il était enfin chez lui. Pas d'appel, pas d'avertissement. Il avait espéré une douce surprise, des retrouvailles imprévues, calmes et simples. Il voulait juste voir sa femme, Laura, et leur petit garçon, Noah. Daniel coupa le moteur et sortit. Son uniforme portait encore des traces de métal, de poudre à canon et de temps. Jetant son sac de sport sur son épaule, il jeta un coup d'œil aux fenêtres familières. Les pots de fleurs sur le porche étaient encore arrosés, l'herbe le long de l'allée avait été tondue. Tout semblait normal. Mais alors, il s'arrêta, le cœur serré. Quelque chose n'allait pas. Là, sur les marches du porche, sous la douce lumière, se trouvait une petite silhouette recroquevillée, la tête appuyée contre un sac à dos en forme de dinosaure. Daniel accéléra le pas, le cœur battant. Ce petit garçon, c'était Noah. Il tomba à genoux. Noah dormait, vêtu d'une fine veste et de chaussures usées, ses petites mains agrippant fermement quelque chose. Une petite clé en bois, la même clé factice que Daniel lui avait appris à fabriquer quand il était petit. Il avait l'habitude de plaisanter, « C'est la clé de notre maison, mon fils. Où que tu sois, tu retrouveras toujours ton chemin. » Noah, murmura doucement Daniel en le secouant. Les yeux bruns de Noah s'ouvrirent lentement, confus, vaseux. Puis, quand il vit le visage de son père, le garçon se redressa d'un coup. « Papa? C'est vraiment toi ?» Daniel sourit, la voix tremblante. « C'est moi, mon grand. » Noah jeta ses bras autour du cou de son père. Son petit corps tremblait, glacé, alors qu'il s'accrochait à lui. Noah chuchota, « Je n'avais pas de clé. Maman est allée dîner avec oncle Ethan. Je pensais qu'elle serait de retour avant que je m'endorme. J'ai attendu, mais elle a dit que je suis un grand garçon maintenant, que je devrais apprendre à attendre. » Daniel ne répondit pas. Son esprit s'emballa. Ethan? Qui était Ethan? Pourquoi son fils dormait-il dehors par une nuit aussi froide? Il prit Noah dans ses bras et se précipita vers la porte d'entrée. Toujours verrouillée. Daniel sonna. Aucune réponse. Il sortit son téléphone. Le numéro de Laura ne passait pas. Il essaya de nouveau. Rien. Les lumières de la maison étaient allumées, mais personne ne venait à la porte. Daniel resta immobile un instant, le vent s'engouffrant dans son col. Il faisait un froid glacial. Il serra Noah plus fort contre lui et retourna au camion. Son fils s'était endormi sur son épaule, épuisé, gelé, affamé. N'ayant pas d'autre choix, Daniel conduisit jusqu'à la petite cabane qu'il avait louée la veille à la lisière de la ville. Juste quelque chose de temporaire pour les premières nuits, jusqu'à ce qu'il soit prêt à voir sa famille. La cabane était rudimentaire, un lit simple, une table en bois, une fine couverture et une cuisinière électrique de fortune. Mais au moins, c'était calme. Il déposa doucement Noah sur le lit, lui retira son manteau et le borda. La main du garçon serrait toujours la clé en bois. Daniel s'assit à côté de lui, regardant son fils dormir, le cœur se serrant à chaque respiration. Il ne comprenait pas ce qui se passait. 3 ans, et maintenant ça. Pourquoi son petit garçon était-il dans un tel état? Qui était Ethan, et où était Laura pendant que tout cela se passait? Daniel ne dormit pas. Il resta assis à côté de son fils, écoutant la respiration régulière de Noah, et ce qu'il découvrit ensuite le laissa complètement glacé. La lumière du matin filtrait à travers le mince rideau de la cabane en bois. Daniel n'avait pas dormi. Il était assis en silence sur la chaise en bois à côté du lit où Noah reposait sous la couverture, serrant toujours la clé en bois comme si c'était son seul bouclier au monde. Alors que la lumière emplissait plus pleinement la pièce, Noah s'agita. Il cligna des yeux plusieurs fois, confus, avant de réaliser qu'il n'était pas chez lui. Ses yeux se tournèrent vers son père. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité,
Daniel vit une faible lueur de soulagement en eux. « Tu es réveillé ?» demanda doucement Daniel. Noah hocha la tête, les lèvres encore légèrement tremblantes. Daniel versa du lait chaud dans un gobelet en plastique et le tendit à son fils, puis s'assit en face de lui. « Noah, je peux te poser une question ? Ce n'est pas grave, je veux juste comprendre. » Noah regarda son père, puis fit un petit signe de tête. « Ce qui s'est passé la nuit dernière, est-ce que c'est déjà arrivé avant ? Est-ce que tu dois souvent attendre dehors que ta mère rentre ?» Le garçon resta silencieux un long moment, puis il murmura, « Pas toujours, mais parfois. Je n'ai rien dit parce que maman a dit de ne pas la déranger. Elle sort beaucoup avec monsieur Ethan. Il n'aime pas les enfants. » Daniel serra le poing sous la table. « Et moi ? Qu'est-ce que ta mère dit de moi ?» Noah baissa les yeux vers le sol. « Elle dit que tu es loin, que tu ne peux pas prendre soin de nous. » Puis elle pleure, et monsieur Ethan vient la réconforter. Après ça, elle m'a dit que je devrais commencer à l'appeler mon nouveau papa. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai déjà un papa. Daniel se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le ciel dehors était clair, mais à l'intérieur, une tempête se préparait dans son cœur. Il y a 3 ans, ils avaient convenu de se séparer temporairement pendant qu'il était en déploiement. Aucun d'eux n'avait demandé le divorce. Il n'y avait pas de promesse, mais pas non plus d'adieu définitif. Et maintenant, il était de retour, pour trouver son fils dormant dehors et sa femme à dîner avec un autre homme. Il se retourna et passa doucement la main dans les cheveux de Noah. « Nous retournons à la maison. Je dois parler à ta mère. Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit, d'accord ?» Noah hocha la tête. « Tu vas rester pour de bon cette fois ?» Daniel sourit. « Je ne vais plus nulle part. Je te le promets. » Le pick-up s'arrêta devant la vieille maison vers 8 heures du matin. Les lumières à l'intérieur étaient toujours allumées, les rideaux tirés. Daniel prit la main de Noah et se dirigea vers la porte. Cette fois, il frappa fermement. Un instant plus tard, la porte s'entr'ouvrit en grinçant. Laura se tenait là, vêtue d'un peignoir de soie froissée, les cheveux en désordre, son visage figé par le choc. « Daniel, quand es-tu rentré ?» Daniel ne répondit pas à cette question. Il la regarda, puis désigna le garçon à côté de lui. « Noah a dormi sur le porche la nuit dernière. En étais-tu consciente ?» Laura se raidit. Ses yeux se posèrent sur Noah, qui se tenait tranquillement derrière son père. Ses joues s'empourprèrent. Elle détourna le regard. « La nuit dernière, j'étais à un dîner. Je ne pensais pas. » « Tu ne pensais pas ? Il a 9 ans, Laura. Tu n'as pas réfléchi à 2 fois avant de laisser un enfant dehors dans le froid ?» Une voix d'homme appela de derrière Laura. « Qu'est-ce qui se passe ?» Un homme grand, peut-être dans la quarantaine, apparut derrière elle, portant une chemise froissée, les cheveux encore humides. Daniel le dévisagea. « Vous devez être Ethan. » Ethan haussa un sourcil. « Et vous devez être Daniel. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Daniel n'entra pas. Il dit simplement, « Nous parlerons correctement plus tard. Mais à partir de maintenant, je veux voir mon fils tous les jours. Et j'aimerais savoir comment vous comptez expliquer la situation de la nuit dernière devant un juge. » Le visage de Laura devint pâle. « Tu me menaces ? » ?»« Non. Je suis juste rentré et j'ai trouvé mon fils endormi sur un porche. À toi de décider ce que ça signifie. » L'air à l'extérieur de la maison semblait plus lourd que jamais. Ethan croisa les bras, comme prêt à intervenir, mais Daniel s'était déjà retourné, guidant Noah vers le camion. « Où est-ce qu'on va, papa ?» demanda doucement Noah. Daniel serra sa petite main de manière rassurante. « À la maison. Du moins, à un endroit où je sais que tu dormiras sous une couverture. » La petite cabane en bois accueillit de nouveau le père et le fils dans la douce lumière de la fin de matinée. Daniel poussa la porte et fit entrer Noah. L'espace n'avait pas changé, simple, sans fioritures, mais chaleureux. Une partie de cette chaleur venait de la lumière dorée du soleil filtrant par la fenêtre. Le reste venait de quelque chose que Noah ne pouvait pas tout à fait nommer, un sentiment de sécurité. Il déambula silencieusement dans la petite pièce, serrant toujours la clé en bois dans sa main. Daniel versa du jus d'orange et posa le verre sur la table. « Tu as faim ?» demanda-t-il. Noah secoua légèrement la tête, mais ses yeux restèrent fixés sur son père. Daniel n'insista pas. Au lieu de cela, il prit quelques tranches de pain et y étala du beurre de cacahuète, celui que Noah aimait autrefois. Lorsqu'il posa l'assiette sur la table, Noah s'assit avec hésitation. Ils mangèrent en silence. Pour la première fois depuis des années, Daniel avait l'impression de vivre une matinée normale. Pas d'explosion, pas d'ordre, pas de distance froide.
Juste le bruit discret de la mastication, le rythme doux de la respiration de son fils, et la lumière du soleil posée sur le coin d'une vieille table en bois. Pourtant, même dans ce moment paisible, les souvenirs affluèrent comme un vent froid. Ils avaient une maison. Pas parfaite, mais réelle. Il y a 3 ans, lorsque Daniel fut déployé à l'étranger, c'est lui qui avait suggéré une séparation temporaire pour que Laura ait plus de liberté pour s'occuper de leur fils et stabiliser la vie à la maison. Ils s'étaient tous deux promis de rester en contact, de garder espoir. Mais quelques mois seulement après son départ, les messages se firent plus rares, les appels devinrent courts et détachés. 1 an plus tard, Laura envoya un bref email, « Nous devrions garder une certaine distance, pour le bien de Noah. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Daniel ne comprit pas, mais il accepta, car il croyait encore qu'elle tiendrait parole. Maintenant, après tout ce qu'il savait, la vraie raison pour laquelle Laura voulait de la distance n'était pas le temps. C'était un autre homme, Ethan. Cette vérité ne faisait pas que blesser, elle donnait à Daniel le sentiment d'avoir été spolié. Pas seulement de sa femme, mais du temps qui aurait dû lui appartenir, à lui et à son fils. Quelque chose en lui se brisa. Mais même en cette matinée tranquille, en regardant Noah mâcher lentement son sandwich, Daniel comprit qu'il restait quelque chose qu'il pouvait protéger. Après le petit déjeuner, Daniel invita Noah sur le porche. Il sortit un vieux banc dans la cour et en essuya la poussière. Noah le rejoignit, tenant une bande dessinée usée qu'il avait trouvée dans son sac à dos, la seule chose qu'il avait encore de la maison. Daniel s'assit à côté de lui, ouvrit sa boîte à outils et commença à bricoler quelques petites réparations. « Je peux dormir ici ?» demanda Noah nonchalamment. « Je veux dire, dans cet endroit, cette cabane. » Daniel s'arrêta et regarda son fils. « Si c'est ce que tu veux, il y a toujours une place pour toi ici. » Le garçon hocha la tête. Il ne dit rien de plus, mais sa posture se détendit un peu. Une jambe se balançait doucement, ses doigts tournant les pages d'un livre, lisant doucement les dialogues pour lui-même. Daniel l'observait. Il y avait une sorte de silence étrange chez le garçon, ni enjoué, ni insouciant. Même en lisant, ses yeux jetaient constamment des coups d'œil vers Daniel, comme s'il avait peur que son père puisse disparaître sans avertissement. Plus tôt dans l'après-midi, Daniel avait fait la lessive pour Noah. Alors que le garçon se changeait, Daniel remarqua de légères marques sur son bras. Pas des coups, mais de légères ecchymoses, étirées, comme si elles avaient été causées par une pression ou en se cognant dans un espace étroit. Le poignet de sa manche était effiloché. Dès que Noah surprit le regard de son père, il tira rapidement sa manche vers le bas. « Que s'est-il passé ici ?» demanda doucement Daniel. Noah parut troublé. « Peut-être quand j'ai rampé sous le lit. Oncle Ethan n'aime pas quand je laisse traîner mes affaires, alors j'ai tout rangé vite fait. » Daniel ne répondit pas, mais il enregistra chaque détail dans son esprit. Ce soir-là, ils organisèrent ensemble une petite commode et plièrent des vêtements. Noah ajouta de nouveaux dessins au mur. L'un était une maison avec une porte ouverte. Un autre montrait un adulte et un enfant debout côte à côte. Daniel s'arrêta en le voyant. « C'est moi ?» demanda-t-il. Noah hocha la tête. « Tu ouvres la porte. Tu ne m'as pas fait attendre. » Daniel se détourna, faisant semblant de plier d'autres vêtements. Il ne voulait pas que son fils voie la rougeur dans ses yeux. Cette nuit-là, Noah se coucha tôt. Juste avant de s'endormir, il demanda à voix basse, « Tu seras encore là demain ?» Daniel hocha la tête. « Je serai là tous les jours. Sauf si je dois aller acheter des biscuits. » Cela fit rire doucement Noah. Il tourna son visage dans l'oreiller, et pour la première fois, il s'endormit sans serrer la clé en bois dans sa main. Daniel s'assit au bord du lit, regardant son fils dormir. Dans son esprit, un plan commençait à prendre forme. Il avait besoin des conseils de quelqu'un qui comprenait la loi. Il devait faire éclater la vérité. Mais avant tout cela, il devait donner à Noah quelque chose de plus profond, la confiance de croire que toutes les portes ne sont pas verrouillées et que tous les adultes ne partent pas pour ne jamais revenir. Cette vie paisible qu'il commençait à peine à toucher changerait complètement dès le lendemain matin. Ce matin-là, Daniel ramena Noah à l'école. Juste avant de sortir de la voiture, le garçon serra doucement la main de son père. Daniel se pencha, ajusta son écharpe et le rassura, « Tout va bien se passer. Je t'attendrai au portail. » Après que Noah fut entré, Daniel se dirigea vers le bureau de Mademoiselle Amy. Elle l'accueillit avec un air de soulagement discret. « Je suis contente que Noah soit venu à l'école avec vous aujourd'hui, » dit-elle doucement. Ce garçon a besoin de la présence de son père. Elle lui montra un dessin que Noah avait fait la semaine précédente.
un enfant assis, blotti près d'une porte fermée, la neige tombant rue dehors. Au loin, l'ombre d'un adulte s'éloignait. Pas de soleil, pas de chaleur. Daniel ne put parler. Je ne peux rien affirmer avec certitude, ajouta mademoiselle Amy, mais Noah a besoin d'un endroit qui ressemble vraiment à un foyer. Un endroit où il sait qu'il est écouté. Daniel la remercia et partit sans un mot de plus. Mais en arrivant au portail de l'école, il vit Laura debout à côté d'Ethan et d'un homme inconnu. « Mon avocat, Rick Hanson, » dit Laura sèchement. « Vous devriez savoir que, selon la loi de cet État, sans emploi stable ni résidence légale, vous ne pouvez pas garder Noah. » Daniel serra la sangle de son sac à dos. « Le garçon a été laissé dehors devant ta porte, Laura. Qu'y a-t-il de plus instable que ça ? » « C'était juste une situation malheureuse, » rétorqua-t-elle rapidement. Ethan intervint, d'un ton suffisant, « Ne laissez pas vos émotions personnelles perturber la vie de Noah. Nous sommes sa vraie famille maintenant. » Daniel ne répondit pas. Il savait qu'ils avaient la loi de leur côté. Ils n'avaient pas d'emploi, la cabane n'était qu'une location temporaire. Si cela allait au tribunal maintenant, il perdrait tout. Il fut un temps où il avait rempli les papiers du divorce, mais il ne les avait jamais envoyés. Une partie de lui avait espéré que Laura changerait. L'autre partie savait que s'il demandait le divorce sans stabilité, la garde de Noah lui échapperait pour de bon. Et c'était quelque chose qu'il ne pouvait tout simplement pas accepter. Cet après-midi-là, Daniel se rendit au vieux garage de Bill pour demander du travail. « Je ne peux pas payer beaucoup, » dit Bill en s'essuyant les mains avec un chiffon. « Mais si tu supportes la graisse et les matins glaciales, tu peux commencer demain. »« Je peux le supporter, » répondit Daniel. « J'ai juste besoin de récupérer mon garçon tous les après-midi. » Dans les jours qui suivirent, sa vie s'installa dans un rythme tranquille. Les journées au garage, les après-midi à récupérer Noah, les soirées seules dans la cabane. Le paquet de biscuits et la note manuscrite qu'il laissait chaque soir sur le porche de Laura devinrent son seul fil de connexion avec son fils. Chaque jour, un petit sourire de Noah suffisait pour que Daniel continue. Un jour, il reçut une invitation à une réunion d'anciens élèves. Daniel hésita, mais décida finalement d'y aller. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour y faire face. La réunion se tenait dans un grand restaurant. Quelques anciens camarades de classe engagèrent la conversation, exprimant leur admiration pour son service militaire. Daniel se contenta d'offrir un faible sourire, parlant peu. Puis Laura apparut, le bras enlacé autour de celui d'Ethan. Elle s'approcha, la voix plus forte que nécessaire. « Oh, Daniel! Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. N'es-tu pas occupé avec tes devoirs de père célibataire ?» Ethan intervint avec un sourire narquois, « Les soldats, excellents pour se battre, nuls pour maintenir les choses en ordre. Je suis là tous les jours, Laura. Et Noah n'a pas à attendre. » La table animée devint soudainement silencieuse. Daniel resta immobile, ne disant rien. Mais Laura continua, les yeux brillants d'une fierté suffisante, « J'ai fait le bon choix. Quelqu'un qui gagne sa vie, qui construit une vraie vie. Pas quelqu'un coincé dans le passé, sans maison, sans avenir. » Daniel ne parla pas. Il les regarda simplement tous les deux, sans colère dans les yeux, seulement une profonde et silencieuse tristesse. Il posa doucement son verre d'eau sur la table, se retourna et s'éloigna de la réunion. Cette nuit-là, il resta assis dans la cabane sans allumer les lumières. Chaque mot qu'il voulait dire reposait en silence sur une feuille de papier vierge. Mais il ne l'envoya pas. Parce que les mots ne peuvent pas réparer un cœur endurci. Seule l'action le peut. Daniel prit une profonde inspiration. Il n'allait plus argumenter. Il travaillerait. Il observerait. Il se préparerait. Et quand le moment viendrait, il regagnerait son fils. Non pas avec des mots, mais avec une force tranquille que personne ne pourrait nier. Après la confrontation amère devant la porte d'entrée la nuit où Daniel est rentré, et les insultes cruelles lancées par Laura et Ethan, Daniel sut que le silence n'était plus une option. Il avait trouvé un travail au garage de Bill Harris, un homme au grand cœur et compréhensif qui possédait l'endroit. Chaque jour, Daniel travaillait sans relâche. Ses mains se familiarisèrent avec les bruits des machines, l'odeur de la graisse et de l'huile. Il apprit vite, avec la détermination et la discipline d'un soldat aguerri, Daniel devint progressivement l'un des mécaniciens les plus qualifiés de l'atelier. Monsieur Harris le complimentait souvent, à plus d'une occasion, laissa entendre que des projets de réparation plus importants et des promotions potentielles pourraient s'offrir à Daniel. Il savait que la route serait longue, mais pas à pas, il reconstruisait une base pour lui-même et pour Noah. Pourtant,
le bien-être de Noah restait une préoccupation constante dans le cœur de Daniel. Il garda l'habitude de récupérer Noah après l'école et de laisser de petits paquets de biscuits avec des notes manuscrites sous le porche de Laura. Il observait attentivement son fils, remarquant que si le garçon souriait plus souvent en sa présence, ses yeux portaient encore une tristesse persistante. Chaque fois que Daniel le ramenait chez Laura, l'enfant semblait être une fleur délicate se flétrissant lentement dans un endroit où les soins et la chaleur manquaient. Mademoiselle Amy, l'enseignante de Noah, envoyait fréquemment des messages à Daniel pour lui faire part de ses inquiétudes concernant l'état émotionnel du garçon. Elle remarqua qu'il parlait de moins en moins, interagissait rarement avec ses camarades de classe et que ses cahiers étaient remplis de dessins sombres. Daniel sut que le moment était venu, non seulement d'aimer en silence, mais d'agir dans le cadre de la loi. Un soir de fin d'automne, la pluie battait à verse contre les fenêtres de la cabane. Le vent fouettait les gouttes de côté et le tonnerre grondait au loin. Daniel était assis, lisant, mais ses pensées ne cessaient de dériver vers la vieille maison. Il s'inquiétait pour Noah. Était-il trempé par la pluie? Avait-il dîné? Même si Daniel avait maintenant un travail et un toit stable au-dessus de sa tête, l'inquiétude pour son fils ne le quittait jamais. Pendant ce temps, à la vieille maison, Laura et Ethan se préparaient à sortir pour célébrer une importante affaire commerciale. Ethan, vêtu d'un costume cher, vérifia sa montre. « Allons-y, Laura. Nous allons être en retard. » Laura attrapa son sac à main de créateur et enfila son manteau à la hâte. Elle était tout sourire, rayonnante du frisson du nouveau succès et du confort du luxe. « Où est Noah? Il est rentré maintenant, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle distraitement, son ton indiquant clairement qu'elle ne se souciait guère de la réponse. « Tu as dit qu'il pouvait prendre soin de lui-même », haussa les épaules Ethan, sans même prendre la peine de vérifier. « Il est probablement dans sa chambre. Verrouille juste la porte, nous ne voulons pas qu'il se promène. » Laura fit ce qu'Ethan disait. Elle verrouilla solidement la porte d'entrée sans jamais vérifier si Noah était réellement rentré. Elle supposait qu'il était à l'intérieur, bien au chaud dans sa chambre, comme toujours. La voiture de luxe d'Ethan s'élança sous la pluie, laissant la maison derrière elle dans l'obscurité et le bruit des gouttes qui tombaient. Aucun d'eux ne réalisa que Noah n'était pas à la maison. Noah était encore dehors. Il était rentré de l'école à pied ce jour-là. L'entraînement de football s'était prolongé de manière inattendue et il avait manqué le dernier bus. La pluie était arrivée sans prévenir et il n'avait pas de parapluie. Il fit de son mieux pour courir, mais au moment où il atteignit la maison, il était trempé jusqu'aux os. Il fouilla dans sa poche. La clé que sa mère lui avait donnée avait disparu. Il l'avait perdue quelque part en chemin. Noah se tenait devant la porte, frissonnant de froid. Il appela « Maman ». Mais personne ne répondit. Il frappa, puis martela plus fort, ses petits poings à peine audibles par-dessus la pluie. Les larmes se mêlaient aux gouttes qui coulaient sur son visage. « Maman, maman, je n'ai pas la clé. » Il continua d'appeler jusqu'à ce que sa voix devienne rauque, mais la porte resta immobile, froide, insensible. La lumière du porche était toujours allumée, mais la maison était silencieuse. Pas un seul bruit, pas un seul signe de vie. Noah s'affaissa sur la marche froide du perron, serrant fort son sac à dos, les genoux ramenés contre sa poitrine. Il avait l'habitude d'être laissé seul, mais ce soir, sous la pluie battante, la solitude et la peur le frappèrent plus fort que jamais. C'était comme si le monde entier lui avait tourné le dos. Daniel, frappé par un étrange pressentiment que quelque chose n'allait pas, ne pouvait plus rester en place dans la cabane. Son cœur lui disait que quelque chose clochait. Il attrapa son manteau, prit son parapluie et conduisit jusqu'à la vieille maison. Il ne savait pas ce qu'il cherchait, juste une attraction qu'il ne pouvait expliquer, un fil invisible le reliant à son fils. En tournant dans la rue, ses phares capturèrent une petite silhouette recroquevillée sur les marches. Noah! Le cœur de Daniel se serra. Il freina brusquement et courut vers son fils. « Mon fils, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il tomba à genoux et enroula ses bras autour du garçon. Le corps de Noah était glacial, tremblant de manière incontrôlable. Daniel pouvait sentir les larmes chaudes du garçon s'infiltrer dans son épaule, se mêlant à la pluie glaciale. Il enleva son manteau et l'enveloppa étroitement autour de Noah, essayant de le réchauffer. Noah se blottit dans les bras de son père en sanglotant. « Papa, je n'avais pas la clé. Maman est partie. S'il te plaît, ne pars pas encore ?» Cette supplication, faible et brisée, frappa Daniel comme un éclair en plein cœur. « S'il te plaît, ne pars pas encore. » C'était tout ce que le garçon voulait. Pas d'argent, pas une grande maison. Juste un père. Quelqu'un qui ne l'abandonnerait jamais.
Quelqu'un qui serait toujours la porte ouverte qui l'attendait. À ce moment-là, une silhouette apparut dans la lumière sur le porche. Madame Mildred. Elle était là depuis le début, tenant un parapluie, observant. Des larmes coulaient sur son visage bienveillant. Elle avait tout vu. Noah laissé pour compte, les coups désespérés à la porte et la mère qui n'est jamais venue. Je ne peux plus rester là à regarder sans rien faire, Daniel, dit-elle, la voix tremblante mais ferme. C'est arrivé trop de fois. Il mérite un père. Une vraie maison. Une maison où la porte est toujours ouverte pour lui. Elle posa doucement sa main sur l'épaule de Daniel, un geste silencieux de soutien, de solidarité. Et à cet instant, sous la pluie froide, dans les bras de son père, Noah se sentit plus en sécurité qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Il faisait entièrement confiance à son père, une confiance qui ne pouvait être ébranlée. Et Daniel sut qu'il ne pouvait plus se taire. Les mots cruels de Laura et d'Ethan, Noah a recroquevillé sous la pluie, et cette supplication désespérée l'avait poussé à bout. C'est pour cela qu'il devait se battre. C'était le moment pour lui de s'affirmer, pleinement et publiquement, en tant que père. Daniel porta Noah dans le camion et retourna directement à la cabane. Cette nuit-là, il passa des heures à réchauffer Noah, à lui raconter des histoires et à calmer les peurs qui s'étaient enracinées en lui. Le lendemain matin, alors que Noah dormait encore profondément, Daniel prit sa décision. Il décrocha le téléphone et appela l'avocate que M. Bill lui avait recommandée, une avocate spécialisée en droit de la famille nommée Sarah Chen. « Je veux la garde de mon fils », dit Daniel, la voix stable et inébranlable. « Et je veux que les choses soient justes. J'ai besoin que vous enquêtiez sur Laura et l'homme avec qui elle vit. Je veux prouver que je peux être le meilleur parent, que je suis capable de donner à Noah la vie qu'il mérite. Et je jure que je ne laisserai plus jamais mon garçon passer une autre nuit comme celle-là. » Sous la pluie froide d'une nuit de fin d'automne, blotti dans l'étreinte chaleureuse de son père, la supplication fragile de Noah, « S'il te plaît, ne pars pas encore », était plus qu'un cri d'enfant. C'était l'étincelle qui alluma une résolution féroce en Daniel. Les larmes de son fils, la peur gravée au plus profond de ce petit cœur usé, devinrent la déclaration la plus retentissante d'une bataille qui ne pouvait plus être évitée. Daniel Carter n'était plus le père silencieux et endurant qu'il avait été. Il se tenait maintenant droit, inébranlable, prêt à affronter tout ce qui l'attendait. Pour Noah. Pour le jour où cette porte d'entrée s'ouvrirait vraiment, non seulement pour laisser entrer Noah, mais pour laisser l'amour, la sécurité et l'appartenance prendre racine et régner. Depuis cette nuit froide et pluvieuse où Noah avait supplié en larmes, « Papa, s'il te plaît, ne pars plus », Daniel sut qu'il ne pouvait plus tarder un seul instant. L'appel à son avocate fut la première étape, marquant sa transformation d'un père souffrant en silence en un combattant déterminé. Il commença à rassembler des preuves, documentant chaque fois que Noah était laissé seul, chaque mot cruel que Laura et Ethan avaient lancé au garçon. Monsieur Bill du garage automobile, ainsi que leur voisine, Madame Mildred, devinrent des soutiens discrets mais indéfectibles de Daniel. Ils en avaient vu plus qu'assez. Pourtant, avant que toute action légale puisse prendre effet, Daniel continua sa routine quotidienne de récupérer Noah après l'école, s'assurant que son fils était en sécurité et se sentait aimé. Il continuait de laisser de petits sacs de biscuits et des notes manuscrites sous le porche de Laura, un rappel silencieux d'une présence qui ne pouvait être effacée. Un après-midi de week-end, alors que Daniel attendait la sortie de l'école, il aperçut Laura et Ethan déjà debout au portail. Laura, comme toujours, était impeccablement habillée. Ethan portait des lunettes de soleil sombre, dissimulant ce regard froid familier. Un sentiment de malaise envahit Daniel. Laura s'approcha de Noah avec un sourire forcé. « Noah, ce soir, tu dînes avec moi et oncle Ethan. Nous allons au restaurant Blue River. Oncle Ethan a une nouvelle excitante à partager. » Noah regarda Daniel, puis de nouveau sa mère, les yeux remplis d'incertitude. Daniel savait que Noah ne voulait pas y aller, mais le garçon ne pouvait se résoudre à dire non à sa mère. Daniel se contenta de tapoter doucement la tête de son fils. « Vas-y. Je vais retourner à la cabane. » Le dîner eut lieu au restaurant chic Blue River, où le cliquetis des couverts se mêlait au doux murmure des conversations. Laura et Ethan étaient assis en face de Noah. Pendant tout le repas, Ethan se vanta sans cesse de ses nouveaux projets et de ses récents succès. Laura riait brillamment, comme pour monter un spectacle afin de prouver qu'elle avait fait le bon choix. « Noah, » dit Ethan, son ton lourd alors qu'il posait une main sur l'épaule du garçon, « j'ai un grand projet en cours. Si ça marche, ta mère et toi aurez une vie encore meilleure. Tu vois, j'ai toujours voulu le meilleur pour cette famille. » Laura sourit et acquiesça. « Oncle Ethan nous aime beaucoup,
Toi et moi, Noah. C'est le meilleur père que tu puisses avoir. Ethan se tourna vers Noah, le sourire sur son visage légèrement forcé. C'est vrai. Tu devrais m'appeler papa maintenant, Noah. Je suis ton nouveau père. Regarde ta mère, elle a retrouvé le bonheur. Et c'est moi qui dirigerai cette famille. Il éleva délibérément la voix, juste assez pour que les tables voisines puissent entendre. Noah resta silencieux. Il baissa la tête, ses petites mains serrées sous la table. Sa gorge se noua. Appeler Ethan papa? L'homme qui faisait que sa mère l'ignorait? L'homme qui le regardait froidement quand il était laissé dehors à frissonner? Son vrai père, Daniel, était celui qu'il avait toujours attendu, qui laissait des biscuits sur le porche, qui le serrait fort contre lui cette nuit glaciale et pluvieuse. Voyant Noah toujours silencieux, Laura lui donna un coup de pied sous la table. Noah, dis quelque chose. Oncle Ethan te parle. Ethan haussa un sourcil, clairement irrité. Qu'est-ce qui ne va pas, Noah? Tu ne m'aimes pas? J'ai vraiment essayé d'être un bon père pour toi. Son ton portait une menace subtile. Noah sentit sa poitrine se comprimer. Il leva lentement la tête, les yeux rouges d'avoir retenu ses larmes. J'ai déjà un papa, dit-il, la voix tremblante mais ferme. Mon papa ne me laisserait jamais enfermer dehors. Le restaurant entier sembla s'arrêter. Le cliquetis découvert cessa. Plusieurs convives tournèrent la tête. Ethan Blake frappa soudainement la main sur la table. Noah, de quoi parles-tu? Le verre sur la table trembla, manquant de se renverser. Le visage de Laura devint pâle. Elle attrapa rapidement la main de Noah, essayant de le faire se lever. Ça suffit, Noah. Tu es ridicule. Elle le tira de sa chaise, sans même prêter attention aux gens autour d'eux. Ne touche pas à mon fils. Daniel Carter apparut. Il se tenait à l'entrée du restaurant, ayant été témoin de toute la scène. Il n'avait pas l'intention d'écouter aux portes. Un vieil ami l'avait invité à prendre un café dans un café de l'autre côté de la rue, et il avait vu Laura et Ethan entrer avec Noah. Quelque chose dans ses tripes lui avait dit que quelque chose n'allait pas, alors il avait suivi. Ethan et Laura regardèrent Daniel, incrédules. Laura balbutia, « Toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» Daniel ne lui répondit pas. Il croisa le regard d'Ethan, son regard acéré et froid, comme au temps de l'armée. « Lâche mon fils. Noah n'est pas ta propriété. Tu ne peux pas faire ce que tu veux de lui. » Embarrassée et furieuse d'être prise dans un moment aussi gênant, Laura traîna précipitamment Noah vers la porte. Elle le tira pratiquement, ignorant les regards curieux des autres clients. « Tu m'as vraiment mise dans l'embarras », siffla Laura, son sourire forcé disparut, remplacé par un visage rouge de colère. « Si je dois choisir entre une maison avec une porte fermée et un père qui m'attend toujours, je choisis papa. » La voix de Noah tremblait de larmes alors que Laura le traînait hors du restaurant. Ces mots étaient doux, mais ils résonnèrent dans la pièce comme une déclaration. C'était la première fois qu'il choisissait ouvertement son père, choisissant l'amour inconditionnel plutôt que la tromperie et la négligence. Daniel regarda son fils être emmené, la poitrine serrée par l'émotion. Il savait que Noah avait bien trop enduré. Le garçon avait tout gardé pour lui pendant trop longtemps, et maintenant, il avait finalement craqué. Cette confrontation était un tournant. Daniel serra les poings. Il ne laisserait plus personne faire de mal à Noah. La lutte pour son fils, pour la justice, venait de devenir plus urgente que jamais. La déclaration sans équivoque de Noah au restaurant Blue River, « Si je devais toujours pour rentrer, je choisirais papa », continuait de résonner dans l'esprit de Daniel. Ce n'était pas seulement une affirmation sincère de l'amour de son fils, c'était un ultime appel à l'aide, un appel qui poussa Daniel à agir de manière plus décisive. Il en avait assez vu de la froideur et de la cruauté de Laura et d'Ethan. Il était temps que la justice parle. Dès le lendemain matin, Daniel se rendit au cabinet d'avocat que Mademoiselle Amy, l'enseignante de Noah, lui avait recommandé. C'était un petit bureau situé dans une rue calme, avec une vieille enseigne patinée qui disait Carter et associés. Il fut accueilli par une jeune avocate au comportement calme et aux yeux vifs. Son nom était Sarah Chen. Elle écouta patiemment l'histoire de Daniel, sans jamais l'interrompre, prenant des notes détaillées et soignées. Daniel lui raconta tout, ses 3 années à l'armée, le fait que Laura n'avait jamais légalement divorcé de lui mais vivait ouvertement avec Ethan Blake, comment Noah avait été laissé dehors sur le porche, les insultes qu'il avait subies, et enfin, la confrontation au restaurant. Il lui remit également les preuves qu'il avait discrètement rassemblées, y compris un court clip vidéo que Madame Mildred avait enregistré d'Ethan criant sur Noah, ainsi que certains des dessins griffonnés de Noah qui reflétaient sa tristesse et son isolement.
Donc, Laura et Ethan vivent ensemble comme mari et femme, même si vous êtes toujours légalement marié à elle, demanda Sarah, soulignant quelques lignes dans son carnet. Et ils vous ont publiquement insulté, prétendant que vous êtes inapte à élever votre enfant en raison de votre situation financière? Daniel hocha la tête, le poids sur sa poitrine s'alourdissant. Je veux la garde de Noah. Je veux que mon fils ait une vie sûre et qu'il se sente vraiment aimé. Sarah le regarda avec à la fois de l'empathie et une ferme résolution. Très bien, Monsieur Carter. Nous allons commencer par là. Légalement, le fait que Laura cohabite avec un autre homme avant de finaliser un divorce pourrait jouer contre elle dans une audience pour la garde. Mais nous aurons besoin de preuves solides de son irresponsabilité et du manque d'intérêt d'Ethan pour Noah. Plus important encore, nous aurons besoin de preuves de votre capacité financière. Je travaille au garage de Bill, dit Daniel. Le salaire n'est pas élevé, mais c'est suffisant pour que je loue une cabane et que je fournisse à Noah le nécessaire. Sarah hocha la tête. Il nous faudra plus que cela pour que le tribunal croie que vous pouvez offrir à Noah une vie stable. Nous aurons besoin d'un dossier financier clair. Et je pense que nous devrions également examiner de plus près la situation financière de Laura et d'Ethan. La jeune avocate commença immédiatement son enquête. Elle demanda à Daniel de fournir toutes les informations qu'il avait sur Laura et Ethan, y compris leur nom complet, adresse, profession et tout détail qu'il pourrait connaître sur les affaires d'Ethan. Quelques semaines plus tard, Daniel reçut un appel de Sarah. Sa voix semblait plus sérieuse que d'habitude. « Monsieur Carter, nous avons examiné les comptes bancaires et les dossiers financiers au nom de Laura Jenkins, » dit Sarah. « Il y a plusieurs irrégularités. Une grande quantité d'argent a transité par ces comptes, et les transactions ne correspondent pas aux revenus habituels de Laura. » Daniel fronça les sourcils. Quel genre d'irrégularité? Ces transactions sont effectuées depuis plusieurs endroits, même depuis des adresses IP étrangères. Ce qui est plus troublant, c'est qu'elles sont liées à des projets immobiliers fictifs ou à des transferts de propriété effectués à des prix bien inférieurs à la valeur du marché. Nous soupçonnons que cela indique du blanchiment d'argent, et il semble qu'Ethan Blake utilise le nom de Laura pour dissimuler ses activités illégales. Daniel était stupéfait. Il se souvint d'un moment où Ethan s'était vanté auprès de Laura « Je suis méticuleux avec la paperasse. Personne n'a jamais trouvé la moindre faille dans mes dossiers. » Il s'avéra que cette soi-disant méticulosité n'était rien de plus qu'une couverture pour un comportement criminel. Et ce qui était encore plus alarmant, c'est que Laura, qui était la titulaire du compte, semblait complètement inconsciente qu'elle pouvait être une complice silencieuse, même involontairement. Elle avait été manipulée par Ethan, emportée dans un tourbillon d'argent et d'ambition sans voir la situation dans son ensemble. Elle n'était qu'un pion dans le jeu complexe d'Ethan. Pendant ce temps, sur un autre front, la docteure Leah Morgan, une psychologue pour enfants, avait poursuivi ses séances avec Noah sur la recommandation de son enseignante, Mademoiselle Amy. Petit à petit, Noah commençait à s'ouvrir à la docteure Leah. Il parlait de ses peurs de dormir seul, de la solitude des repas pris en solitaire et du sentiment d'abandon qu'il ressentait lorsque sa mère était absorbée par sa vie avec Ethan. La docteure Leah nota des signes de léger traumatisme psychologique chez Noah, mais elle observa également une nette amélioration depuis le retour de Daniel. Le garçon avait commencé à sourire plus souvent, à dessiner des images plus lumineuses et à exprimer un désir clair d'être avec son père. Le rapport psychologique, soigneusement préparé par la docteure Leah, servirait de preuve cruciale au tribunal, démontrant à quel point l'environnement actuel de Noah avait été préjudiciable à son bien-être mental. La bataille pour Noah ne consistait plus seulement à revendiquer les droits d'un père. Elle avait ouvert une porte cachée, entraînant Daniel dans un labyrinthe de manigances dissimulées. Pièce par pièce, les découvertes de la jeune avocate révélaient une vérité bien plus sombre. Ethan Blake tissait une toile complexe de tromperie, et Laura, aveuglée par le désir et un besoin désespéré de bonheur, était devenue sans le savoir une pièce sur son échiquier. Dans cette tempête de richesse et de mensonges, le sort de Noah, de Daniel et même de Laura serait bientôt décidé sur la balance de la justice. Une bataille que Daniel savait qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. L'appel fatidique de Daniel à l'avocate Sarah Chen marqua le début d'un nouveau chapitre difficile. Dans les semaines qui suivirent, le modeste cabinet d'avocats de Sarah devint la forteresse de Daniel. La jeune avocate travailla sans relâche, faisant équipe avec Daniel et la docteure Leah Morgan pour rassembler chaque élément de preuve possible, du témoignage de Madame Mildred au dessin de Noah, et même aux traces financières suspectes liées à Ethan Blake. En même temps,
Daniel travaillait d'arrache-pied pour stabiliser ses propres finances, acceptant de longues journées de travail au garage de Monsieur Bill pour prouver qu'il était tout à fait capable de s'occuper de son fils. Le jour de l'audience pour la garde, toute la ville d'Oak Creek semblait retenir son souffle. La nouvelle de l'affaire s'était répandue rapidement, non seulement parce qu'elle impliquait un soldat de retour au pays et une mère traîtresse, mais aussi parce que l'histoire du jeune Noah négligé avait touché de nombreux cœurs. La petite salle d'audience était bondée. Des yeux curieux, des regards anxieux et même quelques regards durs et critiques, tous fixés sur Daniel, Laura et Ethan. Lorsque la juge Maria Bell entra, les murmures s'éteignirent. C'était une femme aux cheveux argentés, dans la cinquantaine, les cheveux soigneusement relevés, les yeux vifs mais le visage calme et compatissant. Ancienne avocate très respectée, elle s'était forgée une réputation d'équité et de toujours prioriser le bien-être des enfants. L'audience commença. L'avocate de Laura parla la première. Elle dépeignit Daniel comme un soldat qui avait abandonné sa famille pendant 3 ans, financièrement instable, sans domicile fixe à offrir à son enfant. Elle souligna que Laura était la mère biologique, qu'elle avait un emploi stable bien qu'inconsciente de ce qui se cachait réellement derrière cet emploi, et qu'Ethan Blake était un homme d'affaires prospère prêt à offrir à Noah une vie de confort et de sécurité. Laura prit ensuite la parole. Sa voix tremblait, mais il était clair que la nervosité était répétée, la confiance forcée. « Votre honneur, dit-elle, j'ai dû élever notre fils seul ces 3 dernières années. Daniel est parti sans un mot, sans un sou. Et maintenant, il revient, sans emploi, sans domicile, et prétend vouloir s'occuper de Noah. Je suis la seule à pouvoir offrir à Noah un avenir stable, quelque chose que Daniel ne peut tout simplement pas fournir. » Elle s'efforça de paraître comme une mère dévouée, blessée par l'abandon de son mari. Puis ce fut le tour de Daniel, avec Sarah Chen à ses côtés. Sarah commença par un exposé clair du statut matrimonial légal du couple et du fait que Laura cohabitait avec Ethan avant même qu'un divorce ne soit prononcé. Elle présenta des preuves que Daniel avait discrètement soutenues et entretenu des liens avec Noah depuis son retour. De petits paquets de biscuits, des notes manuscrites, les allers-retours à l'école. « Votre honneur, dit Sarah fermement, ce n'est pas un débat sur les finances. C'est un débat sur la sécurité émotionnelle, sur le type d'environnement dont un enfant a besoin pour grandir sainement. Nous avons des évaluations psychologiques de la docteure Leah Morgan, qui a personnellement conseillé Noah Carter. » La docteure Leah Morgan, calme et professionnelle, prit la parole. Elle expliqua le préjudice psychologique que Noah avait subi en raison du manque d'attention de sa mère et du comportement émotionnellement distant d'Ethan Blake. Elle mit en évidence des signes d'anxiété, de dépression légère et un profond désir chez Noah de se connecter avec son père. « Et votre honneur, continua Sarah, sa voix stable mais pleine d'émotion, nous avons une autre preuve. Une vérité venue tout droit du cœur de cet enfant. » Elle brandit une feuille de papier ancien soigneusement pliée. C'était une courte rédaction que Noah avait écrite pour son enseignante, Mademoiselle Amy. Sarah la lut à haute voix. « Si je pouvais choisir quelqu'un pour marcher avec moi dans le noir, je choisirais papa. Parce que papa ne m'a pas oublié dehors, devant la porte. » Sa voix trembla légèrement en prononçant ces mots. La salle d'audience devint complètement silencieuse. Ensuite, Ethan Blake s'avança à la barre des témoins. Il était impeccablement habillé et se tenait avec une attitude calme. « Votre honneur, j'ai fait de mon mieux pour être un bon père pour Noah, commença-t-il. Je lui ai fourni une vie confortable, une famille chaleureuse et stable. Daniel Carter a été un père irresponsable. Je crois sincèrement que Noah devrait rester avec Laura et moi. » Il essaya de se présenter comme un homme digne de confiance et responsable. Mais ensuite, Sarah Chen produisit une pile de documents supplémentaires. « Votre honneur, dit-elle, nous avons des preuves que M. Ethan Blake a utilisé le nom de Laura Jenkins pour ouvrir des comptes bancaires frauduleux, liés à des transactions immobilières illégales, dont certaines présentent des signes de blanchiment d'argent. Ces documents ont été soumis aux autorités compétentes pour une enquête plus approfondie. » Un faible murmure parcourut la salle d'audience. Le visage d'Ethan Blake devint pâle, bien qu'il s'efforçât de rester calme. Laura, en revanche, était abasourdie. Elle regarda Ethan avec une incrédulité totale. Elle n'avait aucune idée de tout cela. Finalement, la juge Maria Bell regarda directement Noah, qui était assis à côté de Daniel. « Noah Carter, aimerais-tu dire quelque chose ?» Noah, habituellement un garçon calme et réservé, leva lentement la tête. Il regarda Daniel, puis Laura, et enfin croisa le regard de la juge Bell. La salle d'audience tomba dans un silence complet.
Noah prit une profonde inspiration. Sa voix était jeune et douce, mais dans le silence de la salle, chaque mot résonna clair et vrai. Je n'ai pas besoin de quelqu'un de riche. Je ne veux pas de quelqu'un qui est là seulement quand tout va bien. Je veux quelqu'un qui ne me laisse pas dormir dehors sous la pluie. Je veux juste quelqu'un qui se souvient d'ouvrir la porte quand je rentre à la maison. Les mots de Noah transpercèrent le cœur de toutes les personnes présentes dans la salle. Le silence était assourdissant. Quelques femmes essuyèrent des larmes. Même la juge Bell fit un petit signe de tête, les yeux brillants d'émotion. La simple vérité, prononcée par le cœur d'un enfant, avait tout mis à nu. Daniel serra Noah dans une étreinte forte, des larmes coulant librement sur ses joues. C'était un moment où la justice n'était pas seulement écrite dans la loi, mais prononcée par l'honnêteté brute de la voix d'un enfant. Les paroles sincères de Noah au tribunal provoquèrent une onde de choc dans la salle. Toutes les personnes présentes, de la juge Maria Bell aux citoyens locaux qui assistaient à l'audience, ressentirent le poids brut de l'amour abandonné d'un enfant et son désir d'un foyer réel et stable. Daniel serra Noah fermement dans ses bras, des larmes coulant sur son visage, un mélange de joie et de soulagement immense. Il sut à ce moment-là que la justice avait commencé à pencher en sa faveur. Immédiatement après l'audience, l'avocate Sarah Chen ne perdit pas de temps. Elle transmit tous les documents relatifs aux activités de blanchiment d'argent présumées d'Ethan Blake à des enquêteurs fédéraux de plus haut niveau. Les preuves qu'elle avait rassemblées, allant des comptes bancaires frauduleux au nom de Laura aux transactions immobilières suspectes, étaient claires et irréfutables. Quelques jours plus tard, un rapport explosif se répandit dans tout Oak Creek plus vite que le vent. Ethan Blake, l'homme d'affaires raffiné et prospère, autrefois considéré comme le symbole même de la richesse et de la réussite, avait été arrêté dans la maison même qu'il partageait avec Laura. Des agents fédéraux avaient investi la propriété, mené une perquisition approfondie et saisi de nombreux documents cruciaux. Il fut inculpé pour fraude, utilisation d'identité à des fins de blanchiment d'argent et une série d'autres crimes financiers. La nouvelle laissa toute la ville stupéfaite. Beaucoup ne pouvaient tout simplement pas croire qu'Ethan Blake, l'homme qu'ils admiraient autrefois, cachait une vie aussi sombre et trompeuse. Laura Jenkins, complètement inconsciente des activités illégales d'Ethan, resta figée de choc en voyant son amant se faire menotter et emmener. Ses yeux s'écarquillèrent, son visage se vida de toute couleur alors que les officiers l'escortaient. Ethan ne lui jeta même pas un regard. « Tu ferais mieux de prendre soin de toi, Laura », dit-il froidement, son ton sec et sans émotion, vide d'inquiétude, vide de regret. « Ne t'attends pas à ce que je t'aide. Tout est à toi maintenant. » Ces paroles cruelles frappèrent Laura comme une gifle. Elle s'effondra en sanglots, le suppliant, essayant désespérément d'expliquer qu'elle n'avait aucune connaissance des comptes ou des manigances. Mais il était bien trop tard. Bien qu'elle ne fût pas inculpée pénalement faute de preuves directes prouvant sa participation consciente au blanchiment, son nom était profondément impliqué. Tous les actifs communs avec Ethan, y compris les comptes bancaires et les investissements listés à son nom, furent gelés pour enquête. Les retombées pour Laura ne s'arrêtèrent pas là. Le scandale d'Ethan l'entraîna dans sa chute. Elle fut immédiatement licenciée de son travail, sa réputation en lambeaux et ses transactions financières sous surveillance. Les amis qui l'admiraient autrefois pour avoir trouvé un partenaire riche et prospère se détournèrent maintenant, la traitant comme une source de problèmes. Laura devint une femme sans rien. Sa réputation, sa carrière, son argent, même l'homme pour qui elle avait tout sacrifié, tout avait disparu. Quelques semaines plus tard, l'audience finale du tribunal eut lieu. La juge Maria Bell examina toutes les preuves, le témoignage de Noah, le rapport psychologique de la docteure Léa, les dossiers montrant la négligence de Laura, surtout, la documentation des activités illégales d'Ethan. Finalement, la décision fut claire. Daniel Carter obtint la garde exclusive de Noah. Le tribunal détermina que Daniel était le parent le mieux équipé pour fournir un environnement sûr, émotionnellement stable et physiquement sécurisé pour le garçon, plaçant le bien-être de Noah au premier plan. La vieille maison qui appartenait autrefois à Daniel et Laura, celle où Noah avait vécu, fut officiellement attribuée à Daniel. Le tribunal constata que Daniel avait acheté la propriété avant le mariage et que Laura n'avait aucun droit légal sur une quelconque partie de celle-ci. Laura Jenkins fut sommée de quitter la maison. Il lui fut interdit d'avoir un contact direct avec Noah sans l'approbation et la supervision d'un tiers désigné par le tribunal ou d'un thérapeute agréé, jusqu'à ce qu'elle puisse fournir une preuve suffisante d'amélioration de son comportement et de sa stabilité mentale. Le verdict frappa Laura comme un coup de tonnerre. Elle resta figée dans la salle d'audience, le visage pâle comme un linge, sans plus de larmes à pleurer. Tout s'était effondré.
Un après-midi de week-end, Daniel retourna à la vieille maison pour finaliser la passation officielle. Noah l'accompagnait. De loin, Daniel vit Laura debout, silencieuse, au portail, les yeux vides fixés sur la maison qu'elle était sur le point de perdre. Elle paraissait plus mince, les cheveux en désordre, bien loin de la femme soignée et confiante qu'elle était autrefois. Elle jeta un coup d'œil à Noah, le regret assombrissant son regard. Les mots du garçon résonnaient encore dans son esprit, « Je ne choisis pas la personne qui est là quand je suis heureux. Je choisis celle qui ne me laisse pas dormir dehors quand il pleut. » Des larmes se mirent à couler sur ses joues creuses. Pas de colère ou de honte, mais d'un remords profond et lancinant. C'était la douleur de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il avait perdu la chose la plus précieuse qui soit, un fils et un vrai foyer. Ses lèvres bougèrent, essayant de l'appeler par son nom, mais aucun son ne sortit. Elle ne pouvait se résoudre à faire un pas en avant. Elle savait qu'elle ne le méritait plus. À cet instant, Laura comprit pleinement le coût dévastateur de ses mauvais choix. Le prix de l'aveuglement, de la priorité accordée aux richesses matérielles sur l'amour, d'avoir tourné le dos à son propre enfant. Elle resta là, à regarder Noah de loin, comme s'il était un souvenir lointain qu'elle n'avait plus le droit d'atteindre. Daniel ne dit rien. Il prit simplement la main de Noah et le fit entrer. La maison était à eux maintenant. Le sentiment de justice rendue était mêlé à une douleur silencieuse. Une douleur pour une femme qui s'était trop égarée et qui l'avait réalisé trop tard pour faire demi-tour. L'hiver était arrivé dans la ville d'Oak Creek, apportant avec lui des vents vifs et la première neige de la saison qui recouvrait les toits de blanc. Mais à l'intérieur de la maison au toit rouge de Daniel, une nouvelle chaleur commençait à se répandre, faisant fondre le froid persistant du passé. Suite à la décision du tribunal, Daniel consacra tout son temps et son cœur à restaurer leur maison. Il repeignit la clôture blanche et planta de nouvelles touffes de géranium le long du porche. La cuisine autrefois usée brillait maintenant à la lueur du feu, remplie de l'arôme réconfortant de repas simples, des repas préparés avec amour. Noah avait officiellement emménagé avec Daniel, et la vie du garçon avait complètement changé. Fini les après-midi passés à attendre dans la peur, craignant d'être oublié dehors. Fini les dîners solitaires et silencieux. Maintenant, ses journées commençaient par un petit déjeuner préparé par son père, se poursuivaient par des trajets chaleureux pour rentrer à la maison l'après-midi, et se terminaient par des soirées de lecture et de jeux de société. Daniel travaillait toujours au garage de Bill Harris, et le vieil homme comprenait toujours son emploi du temps. Il savait que Daniel avait besoin de temps pour son fils. Un après-midi d'hiver paisible, alors que les flocons de neige commençaient à tomber doucement, Noah rentra de l'école, son familier sac à dos dinosaure sur une épaule. Mais cette fois, il n'y avait ni peur ni hésitation dans ses pas. Il s'arrêta sur le porche et fouilla dans la poche de son manteau. Il en sortit une petite clé en bois, ses bords usés, légèrement ébréchés. C'était une clé factice que Daniel l'avait aidé à sculpter quand il était très jeune. Elle n'était pas en métal et ne pouvait ouvrir aucune porte, mais pour Noah, elle était plus précieuse que n'importe quelle vraie clé. C'était un symbole de foyer, de sécurité et d'un amour qui ne le laisserait jamais, jamais enfermé dehors. Noah glissa la clé en bois dans la serrure et la tourna doucement. Le grincement familier de la porte en bois résonna doucement alors qu'elle s'ouvrait. Une vague de chaleur et le doux parfum des gaufres à la cannelle l'envahirent. À l'intérieur, Daniel était assis dans la cuisine, près de la cheminée ardente, lisant un vieux livre. La douce lumière jaune de la lampe de table jetait une lueur douce sur son visage, qui portait maintenant moins de la lassitude d'autrefois, remplacée par un sentiment tranquille de paix et de contentement. En entendant la porte, Daniel leva les yeux. Il sourit, un sourire bienveillant et chaleureux. « Tu es à la maison, Noah. J'ai fait tes gaufres préférés. » Noah ne dit pas un mot. Il courut droit vers son père et jeta ses bras autour de lui, enfouissant son visage dans la poitrine de Daniel. Daniel le serra fort, s'imprégnant de la chaleur et du calme de ce petit corps familier. Entre eux deux, aucun mot n'était nécessaire. Juste un regard, un souffle, la simple présence de l'un et de l'autre. C'était le langage de l'amour inconditionnel. Ce soir-là, père et fils partagèrent le dîner à la table de la cuisine. L'odeur des gaufres, la vapeur du thé chaud et le doux crépitement du bois de chauffage dans l'âtre remplissaient la pièce. Tout était simple, mais plein de bonheur. Noah raconta à son père sa journée à l'école, les nouveaux amis qu'il s'était faits. Daniel écoutait, souriant de temps en temps, tendant la main pour ébouriffer doucement les cheveux de son fils. Après le dîner, pendant que Noah aidait à débarrasser, Daniel ouvrit un petit tiroir dans la cuisine. Il en sortit un petit cadre en verre. À l'intérieur se trouvait un vieux morceau de papier jauni.
C'était la toute première note qu'il avait écrite à Noah, la nuit où il avait discrètement laissé des biscuits sur le porche. « Je suis là. Toujours. » Daniel plaça soigneusement le cadre sur l'étagère, là où Noah pourrait le voir tous les jours. Quelques jours plus tard, une lettre arriva chez Daniel, portant le sceau officiel du tribunal. Daniel l'ouvrit. C'était une brève note de la juge Maria Bell. Elle écrivait « Cher monsieur Daniel Carter, je vous écris cette lettre pour vous exprimer ma sincère gratitude. Votre affaire avec Noah Carter n'était pas simplement une question juridique, c'était une profonde leçon sur la paternité et la résilience. Vous nous avez aidés non seulement à entendre la voix d'un enfant, mais à véritablement témoigner de la puissance de l'amour inconditionnel. Je vous souhaite, à vous et à Noah, le meilleur pour le chemin à venir. » Daniel sourit doucement. Il plia la lettre et la posa délicatement sur la table. Puis il regarda par la fenêtre où la neige tombait encore. Noah était dehors, riant et jouant dans la cour avec Lily, la fille du voisin. Ils construisaient un bonhomme de neige ensemble. Le son du rire de Noah résonnait dans l'air vif de l'hiver. Cette nuit-là, alors que Daniel bordait Noah, le garçon murmura « Papa, je n'ai plus peur de m'endormir. » Daniel caressa doucement les cheveux de son fils. « Pourquoi ça, mon fils ?» Noah se blottit dans les bras de son père, sa voix pleine de confiance et de paix. « Parce que j'ai la clé. Et parce que c'est ma maison maintenant. Tu ne verrouilleras plus jamais la porte. » Daniel serra son fils fort contre lui, des larmes coulant sur son visage. Pas des larmes de chagrin, mais de joie. La vieille maison, autrefois symbole de rupture et de solitude, était vraiment devenue un foyer. Un foyer n'avait pas besoin d'être riche ou luxueux. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'un père dont le cœur restait ouvert et d'une porte qui n'était jamais verrouillée. Le voyage de la guérison était arrivé à son terme, laissant derrière lui une histoire d'amour, de patience et de justice, aussi chaude que l'odeur des gaufres à la cannelle flottant dans une petite cuisine un matin d'hiver. Et ainsi, l'histoire de Daniel et Noah Carter prit fin. Non pas avec une fioriture de conte de fées, mais avec une guérison silencieuse et honnête, aussi simple et vraie que la vie elle-même. La petite maison d'Oak Creek n'était plus seulement 4 murs et un toit, c'était un véritable foyer où l'amour et la présence ne seraient jamais absents. Daniel, autrefois un soldat revenant avec des blessures invisibles, avait trouvé le vrai sens de la vie en devenant l'ancre stable pour son fils. Et Noah, le garçon qui se recroquevillait autrefois seul sur un porche, se tenait maintenant droit, ouvrant avec confiance la porte d'un avenir rempli de chaleur et d'espoir. Cette histoire nous rappelle que le bonheur ne réside pas dans le faste matériel ou les relations calculées. Il se trouve dans la patience, le pardon et l'amour inconditionnel de cœur comme celui de Daniel, des cœurs qui plantent silencieusement des graines d'espoir. Madame Mildred et Mademoiselle Amy nous ont montré que parfois, un simple regard de compréhension ou un mot d'encouragement bien placé détient un pouvoir extraordinaire. Elles nous ont appris qu'un vrai père ou une vraie mère n'est pas celui qui donne des richesses, mais celui qui ne ferme jamais la porte à son enfant, quelles que soient les circonstances. D'un autre côté, Laura a révélé le prix de l'aveuglement et de l'indifférence. En poursuivant un glamour superficiel et des promesses vides, elle a perdu la chose la plus précieuse de toutes, l'amour et la confiance de son fils. Sa vie est devenue une leçon douloureuse sur les conséquences de placer les choses matérielles au-dessus des liens familiaux. Et les gens comme Ethan Blake, se cachant derrière un masque de moralité tout en tissant des mensonges et des manigances, n'ont finalement pas pu échapper à la justice. Sa toile de tromperie a été exposée, preuve qu'aucune injustice ne dure éternellement. Combien de cœurs l'histoire de Daniel et Noah a-t-elle touché? Avez-vous déjà été témoin d'un enfant aspirant à être aimé, à être entendu? Et dans votre propre vie, avez-vous déjà senti qu'un petit acte, une présence silencieuse, avait plus de pouvoir de guérison que 1000 mots? Faisons en sorte de transmettre ces histoires de compassion et d'amour familial, pour que chaque enfant de ce monde puisse tenir sa propre clé et trouver toujours une porte ouverte qui l'attend pour rentrer à la maison.